Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Pour cette émission numéro 158, je suis Sébastien Galano et je suis accompagné de Sylvain ce soir. Salut Sylvain. Salut tout le monde, salut Seb. Alors aujourd'hui une émission d'actualité qui suit de très près l'émission 157 parce qu'hier on a appris une grande nouvelle de Bob Iger, c'est-à-dire que Cassian Andor aura sa propre série TV live, donc on va en parler en long, en large et même en travers tout à l'heure, mais d'abord on va remercier nos partenaires, à savoir Siteclan.net, Mightinbox.net, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, StarWarsHolonet, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Alors on va se faire un petit WhatsApp rapidement. Sylvain, toi, quoi de neuf de Star Wars de ton côté? 3 trucs principaux. J'ai profité d'Halloween pour m'acheter 2 romans légendes, la Death Trooper et Moisson Rouge. J'ai lu déjà Moisson Rouge en une nuit. Donc voilà, assez marrant, mais pour de l'horreur. L'autre truc, je me suis acheté une nouvelle Black Series, c'est le Imperial Patrol Trooper là qu'on voit. Qu'on voit sur Corellia dans Solo. J'ai l'impression qu'ils ont baissé la qualité. La figurine, il me fait plus toc, celui-là. Il est plastique qui est plus mou, c'est quelque chose comme ça? C'est au niveau de l'articulation du truc. J'ai pas noté que ce soit plus mou, mais ça me fait une impression étrange. Pour moi, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de Black Series parce que j'économise pour célébration, mais voilà. Bon, écoute, la prochaine Black Series que je regarde, que j'achèterai, je te dirai ce que j'ai pensé de la qualité. Ouais. Sinon, je voulais prendre le pack Han et Leia de la Comic Con Paris, mais trop cher pour l'emballage. Vu la taille du truc, je sais pas si tu l'as vu. Bah moi, ça m'a dégoûté en fait. Ça m'a coupé l'envie de l'acheter parce que tu payes du vide en fait. J'aime pas du tout l'emballage, ça me l'a coupé comme on dit. Ok, bah moi au début quand je voyais les photos, je me disais c'est un peu vide la boîte et tout, mais finalement c'est plus quand tu la vois en vrai, c'est plus un diorama en fait, c'est vraiment il y a des éléments de décor un peu superposés, t'as une vraie perspective, donc je trouve que c'est vraiment un objet sympa. Après, si c'est pour la déballer, ça sert à rien acheter des figurines seules. Hein. Pour le coup, là, on achète vraiment le décor qui va autour des figurines, un peu. Ouais. Mais c'est vrai que elle était un peu chère cette exclue. Moi, je m'attendais plus à 50 €. C'était 70. C'était un peu cher quand même. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Mais c'est une très belle exclusivité. Je suis très content de l'avoir. Peut-être qu'un jour je tomberai dessus par hasard, mais voilà. Et puis l'autre truc, j'ai craqué pour Battlefront 2 sur Xbox One. Le mois dernier, il était en promo à 10 balles. Voilà. Il en vaut pas plus ce jeu de toute façon. Il en vaut pas même plus. Même à l'époque. J'ai fait la première mission, je suis pas allé plus loin tellement c'est beau, mais c'est vide. C'est une belle coquille, mais vide. Voilà, faudrait faire une émission sur EA qui a tué le jeu vidéo Star Wars, mais bon, moi je veux bien. Émission. Voilà. Moi de mon côté, comme je te l'ai dit, moi j'étais au Comic Con aussi, j'ai craqué pour le pack Han et Leia parce que surtout il y avait Han Solo à l'intérieur. Voilà, c'est toujours une grande histoire d'amour moi et Han Solo. Et j'en ai profité aussi pour interviewer Amanda Lawrence qui jouit. Non, on va éviter de dire qui joue le commandant Daci dans les derniers Jedi. C'est en fait l'officier de la Résistance qui annonce que l'amiral Akbar est mort. Voilà. Donc c'était très sympa de la rencontrer, surtout que c'était sa première convention, donc j'ai même fait sa première interview de Star Wars. Et ensuite, je me suis mis aussi à lire Baroud d'honneur, le fameux livre de Han Solo et Lando, où il y a pour moi, et ça n'engage que moi, une pseudo-polémique qui est vraiment ridicule sur cette histoire de non-binarité d'un personnage, parce que c'est clairement expliqué au début du bouquin que on ne sait pas trop si c'est un homme ou si c'est une femme, et désolé, la langue française
c'est il, c'est elle, ça n'existe pas le genre neutre. Enfin, pour moi, le genre neutre, ça n'existe pas. Mais ça n'engage que moi, encore une fois. Donc je trouvais il faut le créer, c'est bien ça le problème. Non, moi je pense pas. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Et je trouve que c'est vraiment une polémique qui n'a pas lieu d'être. Surtout que la vraie polémique au niveau de ce livre, pour moi, c'est la non-linéarité de l'histoire. C'est ça pour moi qui est plus important, c'est l'histoire du roman. Et pour le coup, on s'y perd. C'est-à-dire que si on lit un chapitre par-ci par-là sans être tout le temps au taquet, de le lire de manière continue, on est vite perdu parce qu'il y a quand même 4 temporalités et on s'y perd très rapidement. Moi, à un moment, j'ai arrêté de lire pendant une semaine parce que j'avais plus le temps. Je savais plus du tout le contexte de l'histoire. Enfin, j'étais vraiment perdu. Et j'étais regardé sur internet un peu ce que pensaient les gens de ce roman et tout le monde disait oui, c'est vrai, en fait on est perdu et tout. Donc faire un roman avec 2 époques, pourquoi pas 4, c'est un peu casse-gueule, voilà, je trouve. Donc là je me force un peu à le terminer, mais voilà, ça sera pas, même si j'adore Han Solo, ce sera pas mon roman préféré de l'univers étendu, loin de là. Moi je l'ai pas terminé encore. C'est pareil, je me perdais entre toutes les temporalités. C'est compliqué, hein. Et enfin, je devais assister au concert de John Williams à Londres, et puis comme vous avez pu le voir, en fait, il est tombé malade, donc du coup, je suis quand même allé au concert avec mes amis de Mighty Box que je salue bien. Oui, j'ai vu les photos là. Et donc le concert était magnifique, c'était toujours le London Royal Albert Hall, et c'était toujours l'orchestre original. Et c'était même les musiciens qui avaient enregistré la musique à l'époque et tout qui jouaient les morceaux, donc c'était vraiment la musique était parfaite, son remplaçant était super et tout, voilà. Après voilà, c'est des choses qu'on peut pas prévoir, mais ce qui m'a un peu énervé, c'est que quand tu regardais, et là je pense que c'est tous les médias en ont, que ce soit des sites fans de Star Wars ou des sites généralistes, tout le monde a traité l'actualité comme si John Williams était sur son lit de mort, alors qu'en fait non, il avait juste attrapé un gros rhume où il avait des problèmes pulmonaires dus à son voyage en avion, mais franchement il y avait rien de grave. C'est juste que quand on a 86 ans, on est beaucoup plus prudent quand on a un petit truc que quand on en a 30 ou notre âge. Et je pense aussi qu'il y avait les assurances de Disney et de Lucasfilm qui étaient vraiment derrière pour dire il doit encore enregistrer la musique de l'épisode 9, donc on va rester prudent, on va pas prendre de risques, voilà. Donc il était pas sur son lit de mort, fallait pas exagérer. Pour moi, ça fallait même pas la traiter cette info. Enfin voilà, c'était vraiment, c'est quelqu'un qui tombe malade, basta, ça arrive à tout le monde. Hein. Et il était voilà, le jour où George Lucas il arrive, on va pas en faire tout un foin. Hein. Donc voilà. Non mais c'est vrai, voilà. Donc voilà, bon après le concert était génial, j'étais un peu déçu. Voilà, c'était un peu la chance de ma vie de voir John Williams en concert, mais bon voilà, j'ai déjà vécu pas mal de choses sympas et j'espère que j'en vivrai d'autres aussi. Donc voilà, c'est les aléas de la vie. Eh bien, sans plus attendre, on va passer en hyperespace pour parler de nos sujets. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc Sylvain, avant de parler de la série Cassian Andor, on va faire un petit tour de l'actualité Star Warsienne qu'on a pu voir. Alors moi j'aimerais d'abord commencer par ce tweet de Rian Johnson, je ne sais pas si tu l'as vu. Là où il refait des explications en large et en travers, j'ai vu le tweet et je suis toujours autant infligé par les réactions des gens. On va expliquer vite fait ce qu'il y avait dans le tweet avant d'en parler. C'est Rian Johnson en fait qui a posté un tweet en disant que Luke Skywalker dans les derniers Jedi correspond à 100% au personnage qu'on a vu dans la trilogie originale, et si vous avez des questions je serai au bar. Voilà, c'est texto ce qu'il a dit. Mais quel troll Rian Johnson, franchement quel troll. J'adore ça, moi j'adore. Alors c'est normal, c'est un réalisateur qui défend son film, je le comprends totalement, mais il n'y a pas eu assez de bordel pour remettre de l'huile sur le feu. Sérieusement. C'est un troll, t'en remets une couche. Je suis sûr que ça doit le faire marrer de voir qu'il fait enrager des gens. On l'aurait pas fait. Qui font des plans sur la comète, qui vont te détailler, qui vont te ressortir 12 romans pour te dire mais non, mais en fait Luc il peut pas dire ça parce que là à la page 12 du chapitre 3 du bout du 15e volume, ça doit le faire marrer. Et moi aussi ça me fait marrer parce que
ce qu'ils pensent et ce que je pense de Finn, je m'en moque. Moi, ce qui me fait marrer, c'est la réaction outrée des gens, des fans qui ont aimé ou pas apprécié le film et qui se précipitent dessus comme des clébards derrière une saucisse, quoi. C'est... Ah non, mais il est parti à la pêche aux haters et puis il a pêché pas mal de trucs. Hein. Ah, il fait de la pêche à la grenade. Moi, ça me fait marrer. Je trouve ça toujours aussi marrant. Voilà. Je préfère de voir ça que les campagnes de harcèlement contre des auteurs, des actrices ou des réals. Hein. Et en parlant justement, tu me fais la transition avec les auteurs. On a appris que Chuck Wendig s'est fait licencier de Marvel. Alors Chuck Wendig, c'est un auteur qui avait écrit la trilogie de romans Aftermath, alors moi j'ai lu que le premier, mais a priori c'est pas la trilogie la mieux écrite de l'univers Star Wars. A priori, elle est aussi terrible. Quand même appréciée par ouais, c'est le premier tome qui était pas top. A priori, le 2 et le 3 remontent le niveau. Bon, ça vient tout juste de sortir en France le tome 2, donc on va pouvoir découvrir ça dans un futur assez proche. Mais il s'est fait licencier à cause de tweets trop virulents politiques. Il était même trop injurieux, voilà. C'est surtout qu'il a répondu aux trolls, dont un spécialiste type néo-nazi de mes couilles, et donc Disney n'a pas apprécié et l'a licencié. Je trouve ça scandaleux qu'il l'ait licencié. Le message là que donne Disney, c'est exactement le même que James Gunn, c'est fermez vos gueules, ne faites pas de vagues, sinon on va pas rapporter, on va pas avoir autant de pognon. Et il donne raison à des extrémistes un peu... voilà, c'est ça qui est dommage quoi, en plus Disney. C'est pas de la bonne pub pour eux quoi. Voilà, maintenant les extrémistes ils vont s'en donner à cœur joie. Et à la rigueur, faudrait dire... Alors, ils auraient dû dire à James Gunn et à Chuck Wendig, et bon, s'il vous plaît, supprimez vos tweets et puis dans le futur, calmez-vous. Mais les virer, c'est trop radical. Ou sinon tu dis juste fermez vos gueules, réagissez pas, on s'en branle. Là, il n'apporte aucun outil. C'est comme avec la campagne de harcèlement contre Daisy Ridley et Kelly Marie Tran. Voilà, celle-là, on n'a pas eu à un seul moment un soutien de la part de Disney ou de Lucasfilm. Je trouve ça scandaleux, bordel. C'est leurs actrices, elles sont dedans et elles s'en mangent plein la gueule, et ta boîte qui t'emploie, qui se fait du pognon grâce à toi, n'en a rien à carrer. Je trouve ça scandaleux. Bon, après c'est pas propre à Disney, j'ai l'impression non plus, hein, ce genre de problème, mais c'est vrai qu'une création officielle ça aurait pas été du luxe. Je suis totalement d'accord avec toi. Et la politique de Disney de virer ses créatifs parce qu'ils font des tweets qui leur plaisent pas, c'est très moyen. C'est de la vie personnelle en fait. C'est pas, ils n'engagent pas Disney quand ils parlent en fait. C'est comme quand tu vois les DVD, les bonus des DVD, c'est toujours écrit les propos tenus par tel intervenant n'engagent pas le studio quoi. Et en fait c'est pareil Twitter. Donc voilà. Au pire vous leur dites calmez-vous. Voilà, vous en ce moment calmez-vous s'il vous plaît parce que vous avez de l'actualité Star Wars ou Marvel, mais les virer voilà c'est vraiment trop excessif je trouve. Les virer et ne rien dire quoi, et ne rien dire sur le harcèlement qui suit. C'est je crois pour le seul commentaire qu'il y a eu pour la part de Wedding, c'est il a mal réagi, donc on le licencie. Non, c'est scandaleux. Ouais, on est d'accord. Voilà, bon, on va parler de choses un peu plus légères avec au niveau de la collection, il y a 2-3 news qui sont tombées. On va commencer du côté de Hasbro qui a profité d'une tournée européenne dans différentes conventions dont le Comic-Con à Paris pour dévoiler 3 nouvelles figurines Black Series, à savoir Padmé tirée de la Reine des Geonosis avec la tenue blanche. Celle-là il me la faut. Le droïde de combat et Mace Windu. Et je suis ravi de ces 3 choix parce que c'était vraiment 3 personnages importants qui n'existaient toujours pas en Black Series alors qu'on a une vingtaine de personnages. Je me demande pourquoi ils ont eu le droit à une Black Series. Voilà, donc enfin des personnages importants de la prélogie on leur rend justice. Et donc là bon, il y a pas de photo à vous montrer, mais le visage de Mace Windu, c'est le meilleur visage que j'ai vu pour une Black Series. C'est vraiment une miniature de Samuel Jackson. Hasbro vraiment là au niveau du sculpte et de la peinture, ils se sont vraiment
énormément amélioré et j'ai vraiment hâte de voir la suite, quoi. Et j'espère que ça va amener le nouveau système de scan des scan visages. painting. On fait une petite on en parle justement dans le collector dédié Hasbro qu'on a fait avec Raphaël cet été, je vous encourage à le réécouter. Voilà, c'est que les sculptures d'Hasbro ont toujours été correctes pour les Black Series, c'est la peinture qui était un peu leur point faible, et puis du coup maintenant ils ont décidé de faire de leur point faible leur point fort, et en développant une vraie technologie. Et là vraiment on a vraiment les traits des personnages qui sont vraiment bien réalisés, et j'espère que du coup voilà, cette vague de personnages de la prélogie va ouvrir la porte à d'autres membres du Conseil Jedi, au Comte Dooku qui n'existe toujours pas non plus, voilà. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne initiative, ces personnages de la part de Hasbro. Et toute autre collection maintenant, on va parler. Pour revenir sur Hasbro et la Comic Con, j'avais pas vu un tweet ou une news chez certains de nos confrères disant que Hasbro France avait enfin pris conscience que c'était la merde, la diffusion des Black Series. J'ai rêvé. Voilà, en fait, on est plusieurs sites, donc il y a plein de Star Wars et Mighty in Box, il me semble, on a pu faire une interview des gens de Hasbro France, et puis ils nous ont expliqué qu'en fait il y avait un souci ils étaient au courant qu'il y avait un souci de distribution en France des Black Series, qu'elles étaient pas forcément distribuées dans les bonnes enseignes, c'est-à-dire qu'on trouvait des Black Series dans les supermarchés Auchan, Leclerc, Cora, tout ça, et c'est pas la cible. La cible, c'est les collectionneurs. Ils se sont rendus compte que les Black Series c'était pas des jouets, que c'était des produits de collection, et que du coup ça servait à rien de les distribuer dans certaines enseignes. Donc en fait ils vont revoir leur politique de distribution. Ce sera distribué dans les magasins spécialisés de collectionneurs, comme Album à Paris par exemple. Ouais. Je sais pas s'il y a une enseigne similaire chez nos amis québécois, mais ce sera dans des comic shops, des choses comme ça. Et alors en France, ce sera aussi distribué dans les Micromania Zing, enfin, il y en a un à côté de chez moi. Voilà, donc ce sera eux, et les figurines ne devraient pas dépasser les 25 €. Alors pour le Québec, voilà, ne vivant pas là-bas, je ne sais pas comment sont distribuées ces figurines, donc j'espère que la distribution sera aussi meilleure chez nos amis outre-Atlantique. Voilà. T'avais autre chose à dire sur Hasbro, Sylvain? Que je les aime, à part ça, non. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça cool qu'ils fassent une tournée en Europe et qu'ils prennent le temps de parler aux fans, de répondre aux questions. Donc, nous, dans notre interview, ils nous ont aussi dit que bon, par exemple, moi, je vais tourner des pilotes rebelles. Bon, en gros, c'est pas prévu. Ils nous ont expliqué aussi pourquoi il y a des figurines comme Luke Skywalker et Han Solo de l'épisode 7 qui ont mis beaucoup de temps à sortir. C'est parce qu'en fait, Lucasfilm ne leur a pas donné les visuels tout de suite. Et qu'une figurine Black Series, ça met entre 1 an et 18 mois à se faire de A à Z. Donc en fait, Han Solo, je crois qu'ils l'ont eu un peu avant la sortie du film, mais Luke, ils ont eu les visuels au moment de la sortie du film. Donc le temps de faire la figurine, on était déjà à l'épisode 8, quoi. J'ai oublié ça dans le WhatsApp, je me suis acheté 2 autres Black Series. Ah bah t'arrêtes pas. Justement, je suis passé chez Zing, et puis il y avait Enfys Nest et son speeder, et le Sandtrooper avec le Dewback. Le Sandtrooper le Dewback, c'est une très très belle pièce. Ils en avaient qu'un seul exemplaire de chaque. Ils sont restés 1 heure dans le magasin. Le Dewback et le Sandtrooper, c'est vraiment une des plus belles pièces en Black Series, je trouve. C'est super. Bon, passons maintenant à une actualité que ni toi ni moi ne maîtrisons, mais on va en parler quand même. Et il s'agit du jeu miniature X-Wing. Les petits vaisseaux en plastique là. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce sont des jeux de plateau où on achète des petits vaisseaux en plastique qui ont des points, qui ont un coût au niveau PV, des choses comme ça, et qui ont vraiment tous leurs statistiques. Et il y avait une première version du jeu où on incarnait surtout les rebelles et l'Empire. Et en fait, donc c'est Fantasy Flight Games qui a repensé tout le jeu. Donc il y a une V2 du jeu. Et cette fois-ci, ils ont ajouté, donc petit à petit, alors il y avait les rebelles, les contrebandiers et l'Empire. Ils ont rajouté la Résistance, le Premier Ordre, et on vient d'apprendre qui viennent de rajouter également 2 factions, à savoir la République et les séparatistes. Donc vous allez bientôt pouvoir acheter des Jedi Starfighter, des Arc 170 pour faire des batailles de la guerre des clones. Voilà. Et j'ai même vu le vaisseau de Grievous, le Jedi Starfighter d'Anakin,
Alors a priori de ce qu'on nous a dit, c'est un gros retournement de la part du constructeur parce qu'il avait toujours craché sur la période prélogie, Clone Wars et tout le bazar. Ce que je trouve quand même super étonnant vu le nombre de vaisseaux. C'est une période de guerre, c'est parfait pour un jeu de stratégie quoi. Bah c'est comme Hasbro, tu vois, ils se remettent à faire beaucoup de figurines de la prélogie alors qu'au début elles étaient assez rares quand même. Bah, tu sais, moi, le fan de clone, j'y joue pas du tout à ce jeu, hein, mais le fan de clone, j'ai peut-être craqué pour quelques boîtiers. Faudrait que je me renseigne comment est-ce que ça s'achète ces trucs-là, pour pas alors craquer après, pour une intégrale. Mais peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que ce type de jeux sont beaucoup plus démocratisés outre-Atlantique qu'en France. Mais je sais qu'il y a quelques boutiques comme ça de jeux de stratégie type Warhammer et tout ça. Et puis même chez Zing, je crois que si je dis pas de conneries, il y a des boîtes, il y a des boîtes de jeux de ça. Donc j'irai me renseigner pour m'acheter quelques arcs, quelques états, quelques vaisseaux de clones. D'accord. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour de toute l'actualité qu'il y avait en ce moment et on va attaquer le gros morceau, à savoir Cassian Andor, la série télé. Donc on a pris ça hier soir heure française vers 22h. Moi je rentrais du cinéma, je fais tiens chérie, tu vas me laisser l'ordinateur là, je dois faire une actualité. Moi je dormais, parce qu'il y en a qui bossent. Donc moi je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que ça nous permet déjà, c'est une série qui va faire le lien directement avec les films parce que le personnage principal de cette série était l'un des personnages principaux de Rogue One, donc d'un film Star Wars. Donc là, je trouve ça bien d'avoir une tête d'affiche d'un film dans une série télé. C'est un gros coup de la part de Lucasfilm, je les en félicite. Et également, je pense que c'est une période qui sera très intéressante à voir parce que donc c'est la création de la rébellion. Dans Rogue One, on voit bien dans les dialogues de Cassian que il a eu un vécu vraiment pas facile. Il a fait des choses dont il n'était pas fier. Il a été obligé de tuer des gens qu'il voulait pas forcément tuer, des choses comme ça. En fait, quand Jean elle pète son câble et qu'il lui dit non mais voilà, moi j'ai pas choisi d'être rebelle, j'avais pas le choix. Donc je pense qu'on va voir ça. Et je pense que c'est un arc scénaristique qui va permettre de faire une série vraiment visuellement ancrée à fond dans Star Wars sans forcément avoir besoin d'un budget conséquent. Voilà. On va peut-être avoir besoin de voir des U-Wing, quelque chose comme ça, mais sans plus. Et si on revoit la base de... Enfin, je pense qu'il y a tellement de choses possibles dans cette série. Moi, elle me hype beaucoup plus que Mandalorian. Parce que Mandalorian, ça me semble assez détaché de la saga. Voilà, c'est vraiment à part. Ça va être... Il y aura aucun personnage... Je pense qu'on verra aucun personnage des films dans cette série, du moins dans un premier temps. Tandis que dans la série Cassian Andor, on va sûrement voir Mon Mothma. Il y a des chances qu'on revoit Bail Organa. K2SO aussi. Alors K2SO, peut-être pas tout de suite, parce que je crois qu'il y a un comics qui parle de leur rencontre. Enfin, quelque chose comme ça. Et je pense que si la série, on sait pas quelle période c'est exactement, mais durant la construction de la rébellion, donc ça peut être 5 ans avant Rogue One, peut-être que K2SO, il le connaît que depuis un an, tu vois, quelque chose comme ça. Donc je pense que K2SO dans la série, ça va coûter très très cher niveau budget. Donc je pense que il sera peut-être pas là dans la première saison, il sera peut-être là dans la dernière saison, tu vois. Ouais, mais niveau budget, tu vois, moi je compare à Game of Thrones, tous les épisodes maintenant ils ont des dragons de la taille d'un Airbus. Ouais, mais les dragons ils sont pas dans tous les épisodes. Ouais, mais et là ils sont pas là, ils sont là quelques minutes. Quand tu regardes en temps utile, ils sont là que quelques minutes les dragons. Et je pense que tu peux pas faire un épisode où tu vois K2SO pendant vraiment 20 minutes à l'écran, ça coûtera très 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 cher. Ouais, il y a des moyens, je pense qu'il y a des moyens. Je dis pas qu'on le verra pas, mais déjà je pense qu'on le verra pas tout de suite et qu'on le verra pas non plus tout le temps. Voilà. Mais moi je trouve que ça ouvre tellement de possibilités. Ça colle avec la fin de Rebels. Donc on va peut-être voir Hera, Sabine, et Chopper et Zeb en live action, tu vois. On voulait le voir dans le film, on les verra peut-être en live action. On comprendra pourquoi ils sont sur la base de Yavin. D'ailleurs, on reverra sûrement peut-être la base de Yavin, ou alors comment les rebelles se sont installés sur Yavin. Ça va tellement enrichir l'univers qu'il y a autour d'un nouvel espoir à Rogue One. Moi je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça génial. Je sais pas toi ce que t'en penses, dis-moi. Bah, je mets ça en parallèle avec les annonces aussi, parce que c'est pour le portail de Disney+, qui va s'appeler des 3 séries, alors 2 ou 3, je sais plus, côté Marvel, donc une sur c'est Loki. Une sur Loki, une sur la Sorcière Rouge et une avec un team-up Faucon et Winter Soldier. Bucky et Bocon. Bucky et Faucon. Et je mets ça en parallèle, donc
c'est une bonne idée. Le souci, c'est que je suis pas sûr. Moi, ça me fait. On va avoir la préquelle de la préquelle. Oui, c'est un spin-off d'un spin-off. Ouais, c'est plus ça qui me pose problème. Parce que après, on va voir la préquelle du préquelle du préquelle. Mais non. Puis le spin, j'ai un peu peur que ça fasse ça. Puis surtout, moi, je veux plein de clones et des Arc Troopers en fait. Ben là, t'auras plus. Alors non, mais peut-être que tu vois, cette série, ce sera l'occasion de voir la transition entre l'armure des clones et l'armure des Stormtroopers. Quoique non, parce que dans Solo, qui se passe environ, enfin ça commence une quinzaine d'années. Enfin ouais, on voit que dans Solo que 15 ans avant Un Nouvel Espoir, c'est déjà des armures de Stormtroopers. Ils sont déjà des. Ouais. Donc en fait la transition s'est faite beaucoup plus tôt. Donc non, ce sera des Stormtroopers. Mais c'est une moyen de recycler les armures de Stormtroopers de Rogue One et de Solo, tu vois. Ah ouais. Et toi qui aimes bien les troopers, tu en auras des nouveaux aussi, je pense. Mais j'espère que ce sera bien. J'espère que ce sera de qualité. Parce que on parle de séries, mais a priori c'est plutôt des mini-séries, donc c'est. Oui, je pense que ça dépassera pas les 10 épisodes. Hein. Ce sera 8-10 épisodes de la saison. Ouais. Et concernant la date de production, donc ce sera l'année prochaine, donc il y aura pas de fuite avant. Hein. Et surtout aucune date de sortie n'est prévue. Donc à mon avis, ça sera après Mandalorian, quoi. Et mais voilà, moi je trouve que c'est encore une fois, je me répète, hein, mais c'est une période à laquelle j'avais pas pensé pour une série télé. C'est un personnage auquel j'avais pas pensé, mais maintenant qu'il l'a annoncé, je me dis que c'était une évidence. Parce que je pense que Diego Luna, c'est pas l'acteur qui va leur coûter le plus cher. Il joue très bien. Là, et quand tu repenses à Rogue One et à tout ce que dit le personnage, tu sens qu'il y a vraiment un passé à explorer. Ah, il y a tout son background. C'est vrai qu'on n'a aucun background de lui dans le film. Enfin, on en a, mais c'est raconté, tu vois. Mais ouais, et puis c'est tout petit. On te dit juste que c'est un soldat d'élite, mi-espion, mi-force spéciale, qu'il a du sang sur les mains, et voilà. Alors là, officiellement, ce sera plus axé sur l'espionnage, a priori. Donc ce sera peut-être des milieux où, enfin, tu vois, ce sera peut-être une seule mission pour toute la saison et pas forcément une mission par épisode, tu vois. Ouais, mais tu sais, si c'est de l'espionnage à la James Bond, hein, ça va très bien. Ah ouais, il peut toujours aussi flinguer 2-3 types dans le dos. C'est ça, on verra aussi peut-être des personnages secondaires de Rogue One, des soldats comme Pao et Bistan, tu vois, par exemple. Hein. Je suis sûr qu'on reverra Mon Mothma. Je n'imagine pas ne pas revoir Mon Mothma. Et peut-être même on reverra un jeune Wedge gentil, un jeune Jack Porkins, tu vois, qui sait, ça serait génial. Ça serait pas mal, ouais, ça serait Je pense qu'on aura peut-être une bataille spatiale dans la saison entière, parce qu'ils vont pas non plus faire des batailles spatiales à chaque épisode, ça va coûter très 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 vite, très 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 cher. Mais moi j'ai vraiment hâte, ça me hype mort. Et pour les gens qui sont pas convaincus du personnage de Cassian Andor, dites-vous qu'il faut voir ça comme une série qui nous permet de voir la construction de l'Alliance Rebelle à travers les yeux de Cassian Andor. Ouais, là, ça pourrait être pas mal. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, je pense. C'est vrai qu'on a eu la construction de l'Alliance Rebelle à travers un groupe de rebelles dans Rebelle, justement. Et là, il aura peut-être aussi, il aura forcément un groupe qui lui est dédié aussi, tu vois, dans la série, c'est sûr. Il sera pas tout seul non plus. Je te propose de faire un petit tour sur les commentaires des fans. Donc on a notre ami David Dupont qui nous dit qu'il était très content de cette nouvelle et qu'on a déjà l'acteur qu'on va pouvoir explorer le côté obscur des opérations rebelles comme au début du film Rogue One. Donc effectivement voilà, Cassian dit qu'il a un peu de sang sur les mains, qu'il est pas fier de tout ce qu'il a fait et que voilà, pour maintenir une rébellion, des fois on est obligé de faire des choses pas très très clean, et peut-être que la série va nous montrer que la galaxie c'est pas faite avec des rebelles tout blancs et des impériaux tout noirs. Bah non, les impériaux ils étaient en blanc. Pas tous. Les Stormtroopers sont blancs, mais les pilotes de taille sont noirs, tu vois, voilà. Dark Vador est noir. On a notre ami Tom Roses qui me rejoint sur le fait qu'on verra peut-être Hera et compagnie. En effet, voilà, ce serait une très très bonne chose de faire le lien avec Rebelle. Ce serait même dommage de pas faire le lien. On a Julien Petit qui lui il est déçu. Il a adoré Rogue One, mais il voit pas du tout une série se faire autour de ce personnage. Il aurait préféré faire quelque chose autour de Dark Maul, de Throne ou de Dark Magus et Dark Revan. Oui, mais moi aussi, je Revan, mais il faut que ce soit une autre série ou une autre trilogie. Voilà. Moi par exemple sur la page Star Wars, j'ai vu que la plupart des commentaires c'était en mode non, nous on veut l'ancienne République, on voulait pas Cassian Andor, et je l'ai vu sur d'autres pages aussi, Facebook, d'autres groupes Facebook, je l'ai vu un peu partout d'ailleurs.
Et j'ai envie de dire aux gens, non mais Star Wars, c'est pas une centaine de Jedi qui allument leur sabre laser contre une centaine de Sith, quoi. Ça, c'est plus du jeu vidéo pour moi qu'une série. Une série, il faut un scénario. Allez, commence pas, hein. L'ouverture des sabres, l'ouverture des sabres des Sith dans le temple Jedi, on la veut en vrai cette scène. Non. Alors toi, tu la veux en vrai. C'est une super cinématique de jeu vidéo. Ce serait une super scène d'action dans un film, mais une belle cinématique d'action et tout, ça fait pas une bonne série. C'est deux choses complètement à part. Il faut des bons réals, des bons acteurs. Si les réalisateurs avaient comme cahier des charges de juste faire plaisir aux fans, je pense pas qu'on aurait des bons films, tu vois. Parce que aucun fan déjà ne veut la même chose que l'autre fan, donc c'est impossible de contenter tout le monde. Donc il y a un moment, il faut qu'ils prennent des décisions et qu'ils s'y tiennent. Et ça, je trouve ça très bien. C'est ce qu'a fait Rian Johnson. Bon, on a vu le résultat, ça a fait un bordel pas possible. Je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait forcément, mais au moins il l'a fait. Voilà. Mais n'empêche, je veux Revan quand même. Mais moi aussi je veux Revan, mais tu vois, faut pas oublier, parce que tous les gens qui gueulent, n'oubliez pas que Star Wars c'est pas terminé, on aura encore 2 nouvelles séries, et aussi on aura surtout d'autres films qui vont arriver, qui seront bien excentrés de la saga Skywalker. Il y aura la trilogie de Rian Johnson, même si on n'a plus du tout de nouvelles de ça depuis des jours et des mois, et ça devient inquiétant. On a aussi la série de films que vont produire les amis de Game of Thrones, donc c'est peut-être ça qui nous prépare. C'est peut-être une saga de films bien éloignée dans le temps, dans le passé, sur la jeunesse des Jedi, sur l'Ancienne République. Donc soyez patients, ça va sûrement venir un jour. Voilà. Mais je pense pas que le format série soit adapté à cette période. Pour moi, ça c'est plus une période à exploiter dans les jeux vidéo et dans les films. Voilà. Mais ce n'est que mon avis. Après, j'espère aussi qu'on va pas se contenter d'une seule saison, mais ça vaut aussi pour The Mandalorian, hein. J'espère que on va nous faire découvrir les personnages vraiment dans le temps, et que ça va être un vrai rendez-vous annuel, ces saisons. Parce que si, par exemple, Cassian Andor, c'est une mission par saison, moi je veux en voir plus, quoi. Voilà, je veux vraiment, et même plus que la mission, ce qui m'intéresse moi, c'est de voir tous les à côté, c'est voilà comment la rébellion est en train de se construire, les choses comme ça. Mais après le problème de ces séries, plus tu la fais durer, plus elle finit par s'effondrer sur elle-même. Mais c'est pour ça qu'il faut faire que 10 épisodes max par saison, tu vois, ça suffit. Comme ça, je préfère que ça fasse 2 ou 3 saisons grand max. Oui, mais je suis d'accord. Faut pas que ça en fasse, c'est pas Grey's Anatomy, on n'a pas besoin de 27 saisons pour raconter la même chose à chaque épisode, hein. Mais oui, non, je pense que, 3-4 saisons, c'est très bien, voilà. 3 saisons minimum. Mais, on part comme ça, 3 saisons. On leur donne l'info. Il va vieillir aussi, Diego Luna, il faudrait pas qu'il ait l'air plus vieux que... Bah oui, et puis je crois qu'il a d'autres projets en cours. Narcos, surtout, hein, voilà. Ouais, voilà, donc... il réalise des films aussi, donc, je pense que c'est quelqu'un qui a un planning assez chargé. Voilà. Ensuite, moi, ma grande question concernant les séries Disney, c'est, alors oui, c'est très bien, ça va sortir sur Disney Plus aux États-Unis, mais on a une heure où, si tu fais pas une sortie internationale comme au cinéma, ça va leaker. C'est-à-dire que je vois très très mal l'Europe attendre bien sagement que le service Disney Plus arrive dans leur pays pour pouvoir regarder la série. Si Disney Plus s'est pas lancé en même temps dans l'Europe et aux États-Unis, ils peuvent être certains que 90% des fans en Europe vont télécharger légalement la série. Oui, c'est exactement, c'est ce qui c'est ce que je crains aussi, et aussi le prix de l'abonnement. Ça serait moins cher que Netflix, donc ça serait moins de 10 € par mois. Là, ce serait bien. Puis voilà. Après, ils peuvent aussi faire un accord comme HBO et Orange, où toutes les séries et tout ce qui est produit par HBO se retrouvent sur les chaînes OCS. Ça peut être aussi une façon d'avoir un accord et de diffuser, ne serait-ce qu'en France, les séries. Il y a toujours des solutions, mais après une fois que, parce qu'ils vont, on est d'accord, hein, Disney Plus arrivera en Europe forcément à un moment donné, et à ce moment-là, on coupe le robinet à OCS et tout. Ouais, mais il faut pas que ce soit 4 ans après ou mieux, hein, ils mettent ça sur Netflix France, moi ça me va très bien. À mon avis, c'est pas sûr, ça. Ouais, je pense pas non plus, mais... Ce sera la dernière solution. Je suis d'accord, bon. Est-ce que du coup, toi, tu as quelque chose à ajouter concernant cette série Cassian Andor? Non, pas vraiment. Je connais juste 3-4 personnes qui vont fondre directement dessus. Moi,
j'aime bien en principe, mais j'attends de voir sur pièce. J'ai envie d'être surpris, j'ai envie que ce soit très bien fait, très bien réalisé, que ce soit un vrai festival, quoi. Pas juste Cassian qui va premier épisode, il va dans la cantina, second épisode, il va dans la seconde cantina. Ça m'intéresserait pas, ça. Non, je pense pas que ce sera ça. Je pense que c'est vraiment, il va peut-être s'infiltrer dans des bases impériales ou mener un. Alors, l'univers étendu, il nous a dit que Cassian Andor avait aussi un nom de code de Fulcrum, donc c'était aussi un agent de liaison rebelle. Donc en fait, on va peut-être voir ça. Et à mon avis, non, il va s'infiltrer dans des milieux un peu douteux pour obtenir des renseignements sur l'Empire. On va sûrement aussi le voir, voilà, infiltrer des bases. Peut-être voir aussi la scission qu'il y a eu avec Saw Gerrera et Mon Mothma. Pas mal. Ça m'étonnerait pas que Forest Whitaker fasse une apparition dans la série, ou des alliés de Saw Gerrera qu'on a vu dans Rogue One apparaître aussi dans la série, comme Edrio de Tube, des choses comme ça. Voilà, moi mon côté fanboy, c'est je veux voir plein de caméos. Voilà. Mais vu le personnage que c'est, je sais qu'on aura une belle histoire avec un fil rouge solide. Reste à trouver un méchant charismatique. Je ne pense pas qu'on reverra Krennic parce que lui il est très associé à l'Étoile Noire, et puis le projet Étoile Noire, et les rebelles le découvrent dans Rogue One, donc donc ils en sont pas du tout au courant dans la série, hein. Peut-être un Throne, hein. Ce sera peut-être l'occasion de coller au moment de Cassian Andor, normalement, il sera perdu dans les régions inconnues avec Ezra à ce moment-là. Merde, oui, c'est vrai. Ah oui, donc non, Throne, c'est pas possible. Mais non, un nouveau personnage inédit, ce sera très bien, hein. Le petit frère de Throne. Ouais, non, c'est ridicule. Mais non, bah alors peut-être changer d'un officier impérial lambda et trouver quelque chose d'autre, quoi. Mais une officière impériale. Eh ben pourquoi pas. Écoute, ce sera la première femme officier impériale de premier rang dans la saga Star Wars. Enfin, dans des médias audiovisuels du moins. Parce qu'on a aussi Rhys Sloane dans l'univers étendu écrit qui est pas mal du tout. Voilà, et puis allez, soyons fous, une petite apparition d'Ian McDiarmid dans Palpatine, ou même de Dark Vador. Pourquoi pas? On peut voir Palpatine et Dark Vador, ça veut pas dire qu'ils auront forcément une scène commune avec Cassian, tu vois. Ouais, mais tu peux caser une petite respiration, ou un petit n'importe qui dans un costume de Vador qui essaye de choper Cassian sans le connaître, juste en sachant qu'il y a un espion quelque part. Et Cassian fait le tout pour se barrer, quoi. Voilà, et puis on pourra voir un peu, encore une fois, comment ça marche la propagande impériale pour dire que les Jedi étaient des ennemis de l'Empire, comment les civils vivent avec le sous-joug impérial, un peu comme on l'a vu dans Solo au début du moins. Mais voilà, moi je suis totalement conquis par cette idée de série. Bon, tu as d'autres choses encore à rajouter, Sylvain? A priori, non. Je crois qu'on a fait le tour des... Bah voilà, avec le peu d'informations qu'on a, hein, parce que bon, voilà, c'est en production l'année prochaine, donc on vous en parlera plus en 2019, je pense. Mais voilà, on tenait à réagir rapidement à cette annonce sur la série Cassian Andor. Et voilà, je pense que c'était, notre avant-dernière révélation Star Wars avant la fin de l'année. J'ose espérer que d'ici quelques semaines, on aura le titre de l'épisode 9. On verra bien. Ça m'étonnerait qu'on ait un trailer comme on l'avait eu en décembre 2014 pour l'épisode 7. Hein. Mais voilà, le titre du film, moi j'aimerais bien. Et bien sur ce, Sylvain, comment on peut te rejoindre sur Internet? Via mon Twitter, donc sylvain@gamalive. J'avais un trou. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Planète Star Wars ou sur mon compte Instagram à l'usager de StormySeb. On vous rappelle également que on recrute du côté du Québec pour renforcer un peu notre équipe outre-Atlantique. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à postuler. Et on va remercier une dernière fois nos partenaires, à savoir sitecamp.net, matinbox.net, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Holonet, Génération Star Wars et Science-Fiction et Star Wars Geek Québec. Et donc de la part de Sylvain et moi-même, que la force soit avec vous.